Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 10 janvier 2020, la violence en milieu scolaire, le débat refait surface suite au meurtre présumé d'un élève à Ndiodione. Ndiodione, c'est à Diourbel, un élève de 14 ans, victime d'un de ses camarades de classe. La rédaction d'ITV pose la problématique ce soir. Le programme économique et financier du Sénégal 2020-2022 au menu du conseil d'administration du FMI ce vendredi. En septembre dernier, le Fonds monétaire international avait salué la bonne tenue, selon ses termes, des finances publiques, le dynamisme de l'économie et les perspectives économiques au Sénégal. L'accès au logement de tous les Sénégalais, une priorité pour l'État du Sénégal. Assertion du secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui a présidé l'ouverture du Salon international de l'habitat à Diamniadio, la politique du logement, un levier de croissance économique. Le thème de cette troisième édition est en parfaite adéquation avec le programme 100 000 logements, souligne l'ex-premier ministre. Lutte contre le terrorisme, un projet de loi portant sur la sécurité intérieure en gestation. Le texte sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Annonce du président de la République, une mesure légitime visant à protéger la sécurité nationale et qui sera en conformité avec notre engagement international. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux jeudi. Dr Ousseynou Ka, à l'antenne, nous fera une esquisse basée sur une analyse experte du contexte. Il est spécialiste des relations internationales, politique de défense et de sécurité intérieure. Dr K, l'invité du vendredi en fin de journal. Bienvenue à tous. Violence en milieu scolaire. Diourbel en a pris pour son grade. La localité de Ndiodione déplore la mort d'un élève âgé de 14 ans des mains d'un de ses camarades de classe. Le drame soulève à nouveau des interrogations autour justement de la problématique des violences en milieu scolaire. Les causes et les responsabilités y passent. Moussa Fall, Mamadou Bipa Sissoko. Collège Sacré-Cœur. C'est l'heure de la pause pour bon nombre d'élèves. Certains, interpellés sur la violence en milieu scolaire, s'indignent du meurtre perpétré à Diourbel par un élève, mais l'un d'entre eux croit savoir ce qui est à l'origine de cette violence. C'est à cause de la mauvaise influence, la méchanceté que les gens ont. Tu peux prendre ça chez un de tes amis ou bien chez quelqu'un d'autre. Ça peut être ça, quoi. Pour cet élève en classe de première, c'est la violence dans notre société qui est à bannir tout simplement et ne pense pas qu'on puisse préméditer un meurtre à l'âge de 14 ans. Je dirais que déjà à l'âge de 14 ans, c'est vrai que la génération actuelle est très précoce. Mais quand même, à l'âge de 14 ans, on n'a pas forcément la maturité de se dire « je vais aller jusqu'à tuer mon prochain ». La violence est donc un fait réel dans la société et des moyens pour la combattre existent. Mais dans le milieu scolaire, cet élève préconise le dialogue. Il faut que l'on apprenne aux élèves à parler, à aller vers les gens, à parler de leurs problèmes et essayer de leur faire comprendre qu'il ne faut pas tout régler par soi-même en fait. Son professeur, lui, penche plus pour un approfondissement des cours d'éducation civique, dispensés jusqu'à un certain niveau seulement. Vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que des jeunes peuvent en arriver justement à cette situation-là. Mais en fait, ce qu'il faudrait également voir, c'est que c'est un problème civique qui se pose. L'éducation civique ne doit pas s'arrêter uniquement, je crois, le programme a été mis en place pour que cela aille jusqu'au niveau des classes de terminale, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vraiment on ne met pas l'accent sur justement cet aspect civique, en tout cas spécialement ici au niveau du Sénégal. Pour le drame qui s'est déroulé à Ndiodione dans la région de Diourbel, les deux élèves étaient âgés de 14 ans et tous seraient partis d'une bagarre. Pour l'instant, le présumé meurtrier est entre les mains de la justice. Mbebes étrenne très bientôt son poste de police. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique l'a indiqué lors d'une visite des lieux. Abdou Karim Fofana qui souligne que la présence d'enfants sera strictement interdite à la décharge. Le ministre a échangé lors de cette visite avec les acteurs sur place. Mamadou Lamine Fati.
Un tour dans la décharge de Mbebes pour s'enquérir de la situation des femmes, enfants et jeunes récupérateurs. Le ministre va faire face à un chapelet de doléances des différentes catégories de la population de Mbebes et environ. Lueur d'espoir à l'horizon, un projet comme alternative pour la décharge de Mbebes. Et d'ici là, des décisions sont prises. En attendant la mise en place de ce projet qui va démarrer en février avec la validation du conseil d'administration de la Banque mondiale, il y a des mesures conservatoires que nous allons prendre avec le préfet de Pikine. D'abord, interdire la mise en feu des pneus à l'intérieur de la décharge de Mbebes. Deuxième chose, mettre un dispositif policier, que ce soit un poste de police ou une autre organisation qui nous permette d'avoir de l'autorité et de la sécurité sur Mbebes en relation avec l'UCG. Troisième chose, je l'ai oublié même de le dire en Wolof, c'est mettre à disposition des citernes pour pouvoir procéder à l'extinction des feux qui sont d'origine humaine, puisque souvent ce sont des personnes appelées laqueman entre guillemets, qui pour récupérer du plomb ou de la ferraille mettent en feu des pneus. Nous ne pouvons plus supporter ces fumées qui perturbent la vie de nos concitoyens. Donc au-delà du projet qui va prendre 6 ans, la première année, c'est la sécurisation. La clôture, l'État va clôturer le site de Mbebes. L'État va créer un dispensaire dans Mbebes. Après, entre la deuxième et la quatrième année, nous allons procéder au remodelage, à la mise en place d'un système de protection, à la couverture végétalisée de la zone. Et la dernière année, nous allons mettre en place les infrastructures industrielles qui vont permettre de transformer les déchets qui sont déchargés ici à Mbebes. Mais en attendant, il nous faut sécuriser. Nous allons sécuriser avec le préfet et la police. Nous allons interdire le travail des enfants à Mbebes. Les enfants, leur place ne se trouve pas dans des décharges, mais se trouve auprès de leur famille et à l'école. Après avoir écouté le ministre, les membres du collectif Mbebes d'Afodoy disent leur insatisfaction. Nous ne croyons pas à ces éléphants blancs que le ministre nous a présentés. Parce que c'est la énième fois qu'il nous présente des projets. Et nous resterons toujours déterminés à notre objectif, la fermeture définitive de la décharge de Mbebes. Nous, les habitants de Malika, Kermassar, Tivaouane Peulh, Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, Jaxaay et environ, nous serons là à continuer notre plan d'action. S'il le veut, même si à donner notre vie pour que la décharge soit fermée, on le fera. En attendant la prochaine rencontre entre le ministre et la population de Mbebes et environ, toutes les mesures seront prises pour sécuriser la décharge et la population. Le collectif Nyolank a investi à nouveau la place de la Nation ce vendredi, rassemblement autorisé aujourd'hui. Nyolank qui s'insurge contre la hausse du prix de l'électricité et qui exige par la même occasion la libération des activistes emprisonnés en raison de troubles à l'ordre public lors de manifestations non autorisées à Dakar, entre autres chefs d'inculpation. Voici quelques réactions recueillies par Pape Mafal Fall et Cheikh Hassan Fall. Mais pour venir manifester, lui dire carrément que le courant c'est cher, que l'électricité ça ne doit pas s'augmenter parce qu'on est en période de froid. Et puis pourquoi augmenter? Est-ce que la Sénélec est en déficit? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a qu'à écouter la population. C'est la population qui l'a mis là où il est. Moi je pense que Macky Sall recule ou qu'il avance, ça ne nous intéresse pas. Tu sais ce qui nous intéresse, c'est un combat. Et un combat, ce n'est pas une bataille. Un combat, c'est pour une durée. Un combat, c'est pour la génération future. Nous n'acceptons pas cette hausse du prix de l'électricité et nous continuons de nous battre et de le clamer et de mobiliser tous les Sénégalais pour arriver à ces résultats. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit que nous allons baisser les bras. Non, au contraire, ça nous motive davantage. Au contraire, ça nous encourage davantage à continuer le combat. Je suis venu en fait pour demander, je ne demande pas, j'exige qu'on diminue le coût de l'électricité, conformément à la promesse qu'on m'avait faite en me disant qu'en 2020, que le coût de l'énergie allait diminuer. Je suis venu pour exiger cela.
Le 3e Salon international de l'habitat, du logement et de la construction du Sénégal s'est ouvert ce matin au CICAD à Diamniadio, un cadre de rencontre de promoteurs immobiliers d'ici et d'ailleurs. Le thème de cette année, la politique du logement, un levier de croissance économique, thème en parfaite adéquation avec le programme 100 000 logements lancé par le chef de l'État. C'est du moins l'avis, la lecture du secrétaire général de la présidence de la République, Mamadou Boun Abdallah Dionne, qui a levé les rideaux de cette édition, souligne que l'accès au logement de tous les Sénégalais est une priorité pour l'État du Sénégal. Sili Niang et Alioune Gueye, compte rendu. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en compagnie du secrétaire général de la présidence de la République et quelques promoteurs, visitent les différents stands. L'accès au logement pour tous les Sénégalais est une priorité pour l'État du Sénégal. Un défi à relever, mais il reste du chemin à parcourir. Entre 2014 et 2018, en moyenne, près de 5000 unités d'habitation ont été produites par année au Sénégal, ce qui est très peu. Mais c'est beaucoup plus que la production antérieure qui tournait autour d'une moyenne de 1000 logements, tous les acteurs confondus, notamment les promoteurs immobiliers publics comme privés, les coopératives d'habitat, etc. Vous conviendrez avec moi qu'à ce rythme, le déficit de logement estimé aujourd'hui à 325 000, d'ailleurs depuis 2013, ne pourrait jamais être comblé, surtout s'il se creuse à concurrence de 12 000 unités chaque année. Les pays invités magnifient l'initiative du Sénégal dans le domaine immobilier. 2 raisons fondamentales pour qu'on vienne ici. La première, c'est l'histoire. Depuis 1951, on a commencé déjà à faire des logements à Dakar et dans le Sénégal. On a vu tout à l'heure SICAP 1951. Deuxième raison, c'est le futur. Nous sommes à Diamniadio. Nous savons, tout le monde sait que c'est la vision de la ville de demain qui commence à Diamniadio et au Lac-Rose, et c'est au Sénégal. La participation aussi du Maroc à cette 3e édition du Salon international de l'habitat de Dakar vient à point nommé où la question du logement reste aujourd'hui primordiale. Celui-ci constitue en effet l'un des droits fondamentaux de tout citoyen. Le logement est un levier de croissance, selon l'ex-premier ministre. L'émergence, c'est 2 signes distinctifs. C'est l'industrialisation et l'urbanisation. C'est les 2 signes. Un pays émergent, vous y allez, il y a des usines. Ils n'exportent pas des produits de base, ils exportent des produits manufacturés, principalement. C'est la grande industrialisation et la petite industrialisation qui va avec. Et de l'autre côté, dans un pays industrialisé, dans un pays émergent, vous voyez qu'il n'y a pas de bidonville. On ne peut pas être un pays développé et avoir un cadre de vie sous-développé. Cette 3e édition a réuni tous les investisseurs d'ici et d'ailleurs. Ce salon international de l'habitat, du logement et de la construction du Sénégal revêt un intérêt capital pour ses promoteurs de l'immobilier. Le conseil d'administration du FMI scrute le programme économique et financier du Sénégal 2020-2022. Nous y reviendrons dans les détails. Mais déjà, rappelez-vous que le Fonds monétaire international avait salué en septembre la bonne tenue des finances publiques, le dynamisme de l'économie et les perspectives économiques au Sénégal, d'où justement l'accord au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques. Moustapha Gabar Diop pour les détails.
Le Sénégal continue de maîtriser sa dette même si notre risque de surendettement passe de faible à modéré, assure Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Plan, dans une parution du quotidien Le Soleil. La dette du Sénégal se situe à 7 334 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019 et est projetée à 8 076 milliards en 2020. Des ratios continuent en deçà de la norme communautaire ainsi qu'au plafond de notre dette d'un montant de 9 114 milliards de francs CFA. Toujours selon le ministre, ce niveau d'endettement résulte des différentes levées de fonds sur le marché international en 2014, 2017 et 2018. Des emprunts qui auraient permis de nombreuses réalisations au profit des populations dans des secteurs prioritaires de l'économie tels que les infrastructures routières, l'agriculture, l'hydraulique, l'assainissement ou encore l'éducation et la santé. Autant de réalisations qui ont nécessité des financements d'envergure sur emprunt mais qui se sont traduits par des taux de croissance économique records de plus de 6,5% entre 2014 et 2019. Revue annuelle de la mise en œuvre du suivi de projets et de réformes phares du plan Sénégal émergent. La rencontre s'est refermée ce matin à Dakar. Pendant 2 jours, le bureau opération et suivi du PSE s'est penché sur ses avancées. Le boss qui reconnaît par ailleurs la nécessité de hâter le pas sur les projets et réformes du plan Sénégal émergent. Séléman Diallo et Oumar Kane. Le bilan est satisfaisant. Le plan d'action prioritaire 1 du plan Sénégal émergent a fait des avancées significatives selon le directeur général du bureau opération et suivi du PSE. Grâce au PAP 1, sur la période 2014-2018, dont les besoins de financement avaient été arrêtés à 9 685 milliards, nous avons connu des avancées structurantes matérialisé par un décollage économique après des décennies de morosité. Ainsi, sur la période 2014-2018, la croissance moyenne du PIB a été de 6,6% contre 3% entre 2009 et 2013. Des avancées que le bureau opération et suivi du PSE compte inscrire en mode fast track. On ne peut jamais se contenter de ces avancées. Je considère qu'il faut toujours faire plus et qu'on doit toujours faire plus parce qu'on est en période de rattrapage. On doit aller vite. Le président lui-même l'a expliqué en disant qu'on doit être en mode fast track. Et le boss aujourd'hui va agir en fait pour mettre en tension l'ensemble des acteurs, pour leur permettre en fait d'aller plus vite, de délivrer les projets de manière à ce qu'en fin 2020 ou même avant le cap fixé de 2035, que le Sénégal soit émergent. Si beaucoup de projets et de réformes ont été enregistrés dans la période 2014-2018, l'absence de moyens financiers a affecté beaucoup d'autres projets. Des contre-performances que le budget programme va bientôt régler. Des fois, il y a des ambitions qui sont fixées, des ambitions annuelles ou des projections annuelles qui sont assez on va dire ambitieux et que des fois on a des retards dans la mobilisation de certains financements. Mais on est confiant parce que ça n'a pas affecté globalement l'état d'avancement de l'ensemble des projets. Et aujourd'hui encore, avec l'innovation, avec la mise en place des budgets programmes, je pense que ça va créer un impact assez fort et qu'on aura plus de visibilité dans la mobilisation des financements pour que les projets-là soient mieux financés et mieux tenus. Une plateforme numérique initiée par le bureau opération et suivi verra bientôt le jour pour permettre un meilleur suivi des opérations, des plans d'action prioritaires du PSE. Innover, sortir des sentiers battus et investir des voies nouvelles. C'est là l'invite du ministre de la Culture et de la Communication adressé à ses agents. C'était à l'occasion de la distinction de 43 travailleurs, 43 distingués aux ordres nationaux. Abdoulaye Diop au micro de Boubacar Dieng et Séléman Diallo. Ce pays, il est le nôtre. On en fera ce qu'on voudrait que ce pays soit. Il ne faut pas se leurrer. Ce pays-là doit être construit par chacun de vous, par chacun de nous ici, dans cette responsabilité collective, dans cette initiative collective, dans cet acharnement et dans ce désir de vouloir pouvoir booster les choses. N'ayons pas peur des vieux dossiers. Je crois que c'est l'occasion pour me faire un bon cadeau, que chacun dans son département, tous les vieux dossiers qui donnent, d'essayer la production de coordination doit être la revue de tous les vieux dossiers. Qu'ils aient 50 ou 40 ans, ils auront le mérite d'être vus.
Mais je crois que c'est de là qu'il faut partir. Chacun de vous ici a le mérite de la confiance de la patrie. Chacun de vous ici a le mérite d'avoir la confiance de son ministre de tutelle que je suis. Chacun de vous ici a le mérite d'avoir la confiance de vos différents directeurs, chefs de service. Tout le monde est bon et tout le monde a sa place. Et chacun est utile. Page internationale ce soir signée Mme Abdougaye Kassé. Au Burkina Faso, toujours des interrogations sur les circonstances de l'explosion d'une grenade dans une école franco-arabe à la périphérie de Ouagadougou. Les enquêteurs analysent toujours les éléments prélevés sur le terrain. Pour le porte-parole du gouvernement, ce n'était pas une grenade, mais un engin explosif dont la nature reste à déterminer. Les interrogations se poursuivent et aucune piste n'est écartée d'après les sources sécuritaires. La police judiciaire est sur le coup. La police technique et scientifique poursuivent l'analyse des fragments de la grenade. Tous les éléments prélevés sur le site de l'explosion sont analysés et les tout premiers résultats sont déjà transmis au procureur de la République. Boeing a rendu public des centaines de messages internes particulièrement cinglants à l'égard du 737 MAX, un appareil conçu par des clowns sous la supervision de singes, selon l'un de ces échanges. Les messages que l'avionneur américain dit avoir dévoilés par souci de transparence mettent également au jour les tentatives du groupe de contourner les règles de l'administration de l'aviation civile américaine et des autorités de régulation étrangères. Cet exercice de contrition pourrait aggraver la crise au sein de Boeing qui peine à remettre son modèle phare en service et à redorer son image depuis les accidents d'un avion de la Lion Air en octobre 2018 puis d'un autre de l'Ethiopian Airlines en mars dernier. Tous les 737 MAX en circulation sont cloués au sol depuis ces deux crashs qui ont fait au total 346 morts. Le constructeur qui va changer de tête lundi avec l'entrée en fonction du nouveau directeur général David Kaloum a perdu l'an dernier sa place de numéro 1 mondial au profit d'Airbus. Restons toujours sur ce sujet. L'enquête sur l'origine de l'accident de l'avion de ligne ukrainien qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran, causant la mort de 176 personnes, se poursuit au lendemain des déclarations canadiennes jugeant crédible l'hypothèse d'un accident de missile iranien. Ce vendredi, les États-Unis ont confirmé la version canadienne. L'administration américaine a par ailleurs annoncé d'autres sanctions sur l'acier et plusieurs hauts responsables iraniens. Un peu plus tôt, un responsable iranien a prévenu que l'enquête pourrait prendre 1 ou 2 ans, précisant que l'examen des boîtes noires qui enregistrent les données d'un vol récupéré sur le site de l'accident pourrait lui prendre entre 1 ou 2 mois. La République islamique est tout à fait disposée à transmettre les données à la Russie, au Canada, à l'Ukraine ou à la France, dont la société Safran fabrique les moteurs du Boeing 737 en partenariat avec l'américain General Electric si ces pays le demandaient. Selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA, des représentants des États-Unis, du Canada et de la France sont attendus à Téhéran pour participer aux réunions organisées dans le cadre de l'enquête. C'est tout pour les actualités d'ailleurs, Pape Alioune Sarr. Docteur Ousseynou Ka, spécialiste des relations internationales, politique de défense et sécurité intérieure. Docteur Ka, l'invité du vendredi, bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diarraté. Le chef de l'État, lors de la rentrée solennelle des cours des tribunaux, a parlé de ce projet de loi portant sur la sécurité intérieure qui sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale, comme il a annoncé donc lors de cette rencontre. Peut-on dire aujourd'hui que le président Macky Sall est dans une dynamique, il est en train aujourd'hui de bâtir un esprit de défense? Oui, c'est ce qu'on voit en fait quand on observe politiquement, surtout par rapport à la politique internationale et contingence internationale, on voit qu'on est dans une logique que le président de la République est en train de bâtir au Sénégal un esprit de défense. Quand on dit esprit de défense, il est en train de sanctuariser le territoire national, c'est-à-dire de le protéger. Et de protéger également la destination Sénégal. Parce que qui dit Sénégal parlera de tourisme, parlera de stabilité, mais également par rapport à ce qui se passe
parmi les États voisins, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso et plus particulièrement en Libye. Donc, on est dans une logique de protection. C'est pourquoi le président de la République, surtout vous regardez l'évolution de tout ce qui est politique de défense, il est en train de bâtir un esprit de défense au Sénégal. On le voit par rapport au sommet de l'Organisation mondiale du commerce. On le voit également quand il y avait le forum de Dakar sur la paix et la sécurité. On voit que le président de la République est en train de redorer la pensée stratégique au Sénégal. Au-delà de tout cela, on peut également retenir que le contexte ne lui laisse pas le choix. Oui, parce que ce qui se passe aux frontières, surtout par rapport au territoire sahélien, le Sénégal est menacé directement. Donc on est obligé d'avoir ce qu'on appelle une pensée stratégique, mais basée sur ce qu'on appelle une prospection. Prospection, c'est-à-dire en fait, essayer d'analyser qu'est-ce qui est prévisible par rapport à ça. Parce que là, on est face à un... Difficile de savoir ce qui est prévu avec le terrorisme, pour la plupart du temps. Oui, parce que c'est une menace diffuse. Et qui dit menace diffuse parle d'imprévisibilité. Et d'asymétrie. Oui, asymétrie, comme vous l'avez dit. Parce que maintenant, on n'est plus dans une dynamique de guerre symétrique, mais on est plutôt dans des logiques de guerre asymétriques. Comme ça, les forces ne sont pas comparables, mais également les forces ne sont pas égales. Donc là, le président de la République est en train de rebâtir l'esprit de la défense sénégalaise par rapport à ces nouvelles menaces. Et même dans ses motivations, ou pour ne pas dire dans sa motivation, pour ainsi dire, de ce projet de loi, il parle de politique correctrice des inégalités sociales. Il a été aussi beaucoup question de trouver les voies et moyens d'assécher les sources de financement des terroristes. Alors, cela traduit-il que la pauvreté aujourd'hui est le terrain fertile? Oui, c'est le terreau fertile, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le terreau fertile, où on peut, en fait, par moins de $1, on peut, en fait, appalaguer quelqu'un pour le faire venir, en fait, dans un groupe terroriste. Parce que dans ces milieux-là, c'est des milieux défavorisés, il n'y a pas de l'emploi, le niveau d'éducation aussi n'est pas assez élevé. Donc, en fait, c'est facile de ramener quelqu'un dans ces groupes terroristes. Donc, là, c'est des lieux de germination, en fait, de ce qu'on appelle le terrorisme. Donc, il est temps... de leur couper l'herbe sous le pied. Comme vous l'avez dit, en fait, effectivement. Donc, il est temps, en fait, de préparer ces jeunes-là pour qu'ils ne tombent pas, en fait, dans le panneau du terrorisme par l'appât du gain facile, comme on le dit quelque part. Donc, je pense que ça, c'est une bonne approche de ces politiques de défense. Parce qu'au Sénégal, on a une tendance de voir qu'on est dans ce qu'on appelle le juridisme excessif. Je le dis tout le temps. Oui. Au lieu, en fait, par rapport au cadre juridique, de le modeler du point de vue de ce qu'on vit, en fait, par rapport à notre société. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, on n'est pas encore des sociétés matures. On est dans une phase de société polémique. On n'est pas encore des sociétés politiques. Même si vous voyez le jeu institutionnel au Sénégal, ce n'est pas encore stable. Tout à fait. Donc, de ce fait, quand on est en train de construire une politique de défense, il faut le bâtir à partir de la société. Il ne faut pas importer, en fait, un cadre juridique d'ailleurs et vouloir coûte que coûte l'imposer aux Sénégalais. Justement, alors un aspect, justement, dans ces perspectives qui peut interpeller, c'est l'idée d'un centre de déradicalisation. Alors cela interpelle un peu. Alors est-ce que cela voudrait dire que nous cachons des radicaux, le cas échéant? Quelle proportion, à votre avis? À mon avis, c'est trop pour moi. Parce que, en fait, l'islam au Sénégal, c'est un islam assez apaisé. Ouais. C'est un islam stabilisé par ce qu'on appelle le religieux. Donc, on est dans une sorte d'islam noir, ou l'islam des confréries. Donc, à ce niveau, sont les remparts, oui, à ce niveau, je pense que Khalifa, il y a des remparts qui sont là pour, en fait, arrêter le terrorisme ou la germination, en fait, du terrorisme. Donc, à mon niveau, on n'a pas besoin de ces centres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses, en fait, qu'on a importées ailleurs et on veut l'imposer coûte que coûte. Je pense qu'à mon avis, c'est pas une bonne chose. Là, il faut ouvrir une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire, en fait, il faut dialoguer, coopérer surtout avec les chefs religieux, en même temps les maîtres coraniques, également tout ce qui est madrasa au Sénégal, de coopérer avec eux. Par là,
on peut aboutir en fait à créer quelque chose de solide et quelque chose que le Sénégalais lambda peut ressentir que ça c'est un truc sénégalais. Mais si on parle de centre de radicalisation, à mon niveau c'est trop. Alors aujourd'hui, à votre avis, en tant que spécialiste, quels sont les facteurs qu'il faudrait privilégier justement pour que cette loi soit efficace? Parce qu'en fait, le trop répressif, c'est pas bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être dans en fait, le juridisme excessif. Il faut en fait coopérer avec les gens qui sont sur le territoire sénégalais. Quand je parle des gens sur le territoire sénégalais, c'est les populations. Changer ce rapport entre, c'est-à-dire les forces de sécurité et la population. Parce que souvent dans les écoles aussi, il faut le dire, bon, j'enseigne la sécurité, je sais ce que je suis en train de dire. Parce que quand on enseigne en fait le policier, bon, jeune recruté comme ça, il ne connaît pas en fait, voilà, comment dire, les canevas en fait du métier. Il ne connaît pas encore les canevas du métier ou les outils du métier. Donc souvent, en fait, son expérience, en fait, il va l'acquérir du point de vue sur le terrain. Oui. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, je pense, à mon avis, par rapport à la formation, il faut dépasser l'endoctrinement systématique. Enseigner, en fait, aux gens de faire ce rapprochement entre le civil et le militaire ou le policier. Parce que ça, c'est important. Parce qu'il faut une coopération entre la société et ceux qui sont là pour garantir la sécurité des citoyens. Tout à fait. C'est important parce que souvent, l'objectif de la police, c'est de garantir la sécurité des citoyens et de sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et la paix. Donc, ouais. Très bien. Alors, dernière question, Dr K. Les précautions, à votre avis, pour une conformité avec l'engagement international du Sénégal, comme d'ailleurs l'a bien dit en insistant le président de la République? Parce que là, en fait, on est en train de respecter ce qu'on appelle les standards internationaux du point de vue du dispositif juridique concernant les questions de terrorisme. En plus, aussi, comme je l'ai dit, les défis stratégiques qui touchent le Sénégal, on est obligé de, en fait, de renforcer notre dispositif juridique. Donc là, imaginez ce qui se passe au G5 Sahel. Si le Mali était touché quelque part, il y aura des citoyens maliens qui vont franchir la frontière sénégalaise. Et le Sénégal, sûrement, parmi ces populations qui vont franchir la frontière sénégalaise, il y aura quelque part des terroristes. Mais si le Sénégal, en fait, n'a pas d'architecture de sécurité pour se protéger, ça va être compliqué. Mais justement, comment faire pour éviter le délit de faciès, justement? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. En fait, là, c'est compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais parce que même les États-Unis, malgré sa grande puissance, comme on le dit, même maintenant, on ne parle plus de puissance, on parle d'hyperpuissance, mais on l'a frappé en plein cœur. Donc, le Sénégal ne peut pas échapper à ce problème ou à ce fléau du terrorisme. Je pense, à mon avis, même il y a quelqu'un comme Bertrand Badi qui parle de l'impuissance de la puissance. Parce que les États-Unis, c'est une grande puissance. Mais là, on l'a frappé en plein cœur. Tout à fait. Et si un État comme les États-Unis, malgré sa grande puissance, en fait, n'échappe pas au problème du terrorisme, je pense que le Sénégal ne peut pas aussi épargner par ce fléau. Donc, ce que j'essaye de proposer comme solution, parce que là, les défis sécuritaires au Sénégal, faut concrétiser ou l'architecture de la sécurité du point de vue de nos voisins. Là, le Sénégal, en fait, doit ressortir par rapport à ce qu'on appelle un leadership du point de vue de la région. Parce que je pense que de plus en plus, on voit qu'il laisse du lest. Très bien. Ça, c'est très important, de devenir un leader du point de vue de la région. Parce que le Sénégal, quand on voit sa stabilité, quand on voit aussi ses forces armées, parce que l'influence que le Sénégal avait au temps commence aussi à se dégrader un peu aussi, il faut le dire. Vous pensez? Oui, parce que là, quand on voit le G5 Sahel, en fait, ceux qui mènent la danse, ce sont les Tchadiens. Mais le Sénégal n'est pas membre du G5. Oui, je pense, à mon avis, il y a une erreur, quoi, ou un cafouillage quelque part. Je ne sais pas, bon, il y a l'État mauritanien qui a empêché le Sénégal d'être dedans. Juste pour, des questions de leader régional du point de vue de la région. Mais à mon avis, je pense que le Sénégal peut passer par d'autres voies ou d'autres canevas pour devenir en fait cette puissance régionale, surtout du point de vue de l'Afrique de
de l'Est. En plus, il y a autre chose. À vous entendre, il l'est déjà naturellement. Il faudrait juste tenter de le concrétiser davantage. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci, Dr K, pour vos éclairages. Vous êtes spécialiste des relations internationales, politiques également, de défense et de sécurité intérieure. Merci d'avoir été avec nous. Il nous inspire dans quelques instants Calixte Beyala avec le professeur El Hadj Tanguy Diouf. Keno Askan Wi à 20h30, l'antenne aux téléspectateurs, antenne libre, pour que vous puissiez donner votre opinion sur un aspect qui vous intéresse de l'actualité de la semaine. Et puis Dakar Trottoir, ce soir, un film de Labandaou à 22h sur ITV. Ne ratez surtout pas. Bonne soirée sur ITV. Ce week-end, 19h45, assuré par Adama Anouchkaba, comme il est de coutume. Excellente soirée. Au revoir.